Alors, du coup, on va pouvoir se lancer. Donc, bonsoir encore une fois à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Awa et avec Tolu Lopé, qui est aussi quelque part dans l'audience, on a cofondé Aquabafest, qui est une asso dont l'objectif est de mettre en avant et de promouvoir les personnes noires afro-caribéennes dans la tech. Notre focus est vraiment autour des personnes noires, mais cela ne veut pas dire qu'on n'accueille pas. Vos caméras ne sont pas allumées, donc je ne me permets pas de juger. Mais on n'accueille pas et on ne rejette pas les personnes non noires. Donc ne vous en faites pas, il n'y a pas de souci. On a pour objectif aussi assez fou, vu le climat actuel, d'organiser un festival au mois de juin 2021. On travaille fort sur cet objectif. Et on vous tiendra au courant de toute façon sur les réseaux sociaux. Si vous avez réussi à nous trouver ce soir, c'est que l'information arrive sûrement jusqu'à vous. Donc, tenez-vous au courant et vous vous connaîtrez la date de ce festival. Peut-être prendre quelques secondes quelques minutes d'ailleurs, pour présenter Nakima, qui est une de nos partenaires et qui a également une initiative très intéressante au niveau européen cette fois-ci. Bon, je vais m'introduire. Bonsoir, je suis Nakima, je suis basée à Berlin. Je suis fondatrice de Frauenloop, une école de coding à Berlin, et aussi fondatrice de techincolor.eu. Et ça, c'est une initiative pour élever la visibilité et aussi promouvoir les carrières et les potentiels des professionnels de couleur en branche IT en Europe. Et je vais mettre le lien de Tech in Color dans le chat pour que vous puissiez également vous inscrire à la newsletter. Donc ce soir, l'idée de cette discussion, c'est de parler de produits, de product. Ce qu'on entend derrière le mot product, qui sont les gens qui s'occupent du product, comment font-ils, quels sont leurs réseaux. Je rigole. Donc, et pour parler du sujet, on a la chance de recevoir Anaël et Ndei, qui ont deux profils assez intéressants dans le milieu, dans deux types d'entreprises assez différents également, avec des spécialités différentes. Donc, je pense que vous allez en repartir avec une vision assez globale du sujet. On va peut-être commencer par Ndei. Je n'ai pas honte, c'est le lobby sénégalais, ne m'en voulez pas. Yes. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en donnant quelques points sur ton parcours, les études que tu as pu faire, peut-être un peu ta carrière également. Qu'est-ce qui a pu t'amener aujourd'hui jusqu'au poste que tu as aujourd'hui? Merci Awa. Donc, moi, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en informatique, donc management des systèmes d'information, avec un DEA en information et communication. Initialement, mon ambition, c'était de faire une thèse, mais voilà, les aléas de la vie m'ont poussé sur le marché du travail beaucoup plus tôt que prévu. J'ai d'abord fait du consulting 8 ans chez Altran, qui s'appelait à l'époque Altran Technologies. Aujourd'hui, c'est sous Capgemini. Et donc, chez Altran, j'ai démarré comme développeur web. Donc, notamment, j'ai travaillé chez Eurosport. C'était vraiment le début du lancement des sites web d'Eurosport. Ensuite, j'ai travaillé, c'était souvent des missions de 2 ans. Ensuite, j'ai travaillé chez Bouygues Télécom. Donc là, métier différent, les télécoms. Pareil, 2 ans comme chef de projet web. En fait, c'était pour développer la plateforme qui permet aux revendeurs de vendre les offres sans engagement de Bouygues. Ensuite, je suis passée toujours comme consultante chez Unilever. J'ai travaillé sur des outils collaboratifs et je suis arrivée à la Société Générale, pareil, comme chef de projet, toujours sur des outils collaboratifs et pour faire du développement web. Et après quelques années, j'ai été recrutée en interne à la Société Générale.
Et je suis devenue IT manager, donc responsable d'une équipe de développement qui contenait des développeurs, des billets. Et donc, j'étais convaincue que je ne ferais que 6 mois à la banque parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Mais en fait, j'ai atterri dans la branche banque d'investissement. Moi, la vision que j'avais de la banque d'investissement, c'est les marchés, la bourse, etc. Mais non, en fait, c'est que effectivement, il y a la bourse, mais il y a aussi une autre partie d'activité très, très intéressante qui s'appelle les activités de financement et qu'on appelle en général le financement de l'économie réelle. Donc, c'est tous les crédits que la banque fait pour les grandes entreprises, les collectivités, etc. Et c'est un métier super intéressant fonctionnellement. Et donc, en devenant interne, je suis passée responsable d'équipe de développement. Tout d'abord, plutôt des applications pour des équipes risques, compliance, le département juridique. Et puis, au bout de quelques années, comme on a la possibilité dans la banque de changer de poste tous les 3-4 ans, c'est ce qui explique aussi que je suis à la Société Générale depuis une dizaine d'années. Hein. C'est-à-dire qu'on peut vraiment passer d'un métier à un autre et d'un domaine fonctionnel à un autre. Et effectivement, je suis passée sur un métier pure finance qui s'appelle les financements structurés, où je gérais une équipe pareille de business analysts sur un logiciel qui est aujourd'hui très connu dans les banques d'investissement qui s'appelle Lonaishu, qui permet de gérer les contrats de financement. Et au bout de 5 ans, j'ai voulu changer de poste. Et donc là, je suis devenue directrice de projet et innovation leader, c'est-à-dire que sous cette casquette-là, vraiment, mon rôle, c'était de diffuser la culture d'innovation au sein de notre département et puis diffuser la connaissance des nouvelles technologies, tout ce qui est IA, etc., pour que les équipes métiers comprennent. Et en même temps, avec ce poste de direction de projet, j'ai pris une casquette de product owner. Donc, comme quoi, ce n'était pas quelque chose que j'avais vraiment prévu, mais c'est arrivé en même temps que notre transformation agile à l'échelle. Parce qu'on faisait de l'agilité déjà côté IT depuis des années. Et la Société Générale est passée à un agile at scale, comme on dit, donc l'agilité à l'échelle, vraiment au niveau de l'organisation. Et c'est avec cette transformation-là que le rôle de product owner a été vraiment mis en avant, identifié, product owner, product manager, hein, identifié et positionné dans l'organisation. Voilà, et donc product owner sur les métiers du financement. Et puis depuis 1 an, je suis passée, donc j'ai changé de poste, je suis passée au Data Office où je suis product owner pour le développement de notre patrimoine de données. En fait, on a un Data Hub et voilà, je suis product owner pour offrir des services de distribution de données, etc. Et justement, qu'est-ce que tu mets derrière ce poste de product owner? Quelles sont tes responsabilités, on va dire? Mais en fait, pour moi, le product owner et comme le product manager, hein, ils ont vraiment un objectif commun qui est de créer et d'améliorer des produits pour donner une valeur significative aux clients ou, comme quand c'est moi, aux utilisateurs internes et à toutes les parties prenantes qu'il y a dans l'organisation. Et donc, en tant que product owner, et on le verra après quand Anaël présentera son parcours, pour moi, c'est difficile de différencier le product owner du product manager parce que le rôle, il n'y a pas une définition unique du rôle de product owner et du rôle de product manager pour moi. Parce que finalement, leur positionnement dépend vraiment de l'organisation. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte, notamment la maturité du produit, ça peut être la taille de l'organisation, ça peut être aussi si l'organisation est déjà en mode agile ou pas, etc. Et par exemple, aujourd'hui,
quand j'étais, par exemple, product owner sur les métiers de financement, j'avais un rôle de product manager, c'est-à-dire que je m'occupais de la vision du produit. Je faisais ce qu'on appelle du customer discovery, définir la vision du produit, définir la roadmap et travailler au quotidien avec les équipes IT, donc les feature teams. Parce qu'en réalité, le rôle de product owner, c'est un rôle dans une organisation agile. Donc, ce n'est pas forcément un rôle qu'on va trouver dans une organisation qui n'est pas agile. Par contre, le rôle de product manager, on le trouvera toujours. Et donc, dans une organisation agile, et c'est le rôle que j'ai aujourd'hui, par exemple, je suis vraiment focalisée sur le delivery. On a un produit, on a un product manager qui est responsable de la vision, de la stratégie. Et puis moi, en tant que product owner au quotidien, je m'occupe, disons que le product manager son principal rôle sera de construire le bon produit. Le product owner, pour moi, au quotidien, travaille avec l'équipe IT pour s'assurer de construire le produit aussi bien que possible. Et il est vraiment dans le quotidien, il est embarqué avec l'équipe IT. Par exemple, en Agile, il va assister à toutes les cérémonies. C'est lui qui s'engage et qui valide toutes les deliveries de l'équipe IT, etc. Après, il travaille travaille en très forte collaboration avec le product manager. Moi, au quotidien, le product manager avec qui je travaille, on revoit ensemble la vision du produit. Moi, je lui amène des inputs sur la définition des features parce que lui, il a une vision plus large. Moi, j'apporte aussi ma contribution parce que je suis en lien très fort avec les métiers, etc. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Ndaye. Anaël, Ndaye a un peu teasé ta partie. Pas de pression. Du coup, justement, est-ce que tu peux nous donner un peu de background sur toi, sur ton parcours et justement répondre à peu près à la même question. Toi, tu te définis plutôt en tant que product manager par rapport à Ndaye qui se définit en tant que product owner. Qu'est-ce que tu vois, toi, aujourd'hui dans ton métier? Ouais, déjà, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis de la mafia réunionnaise. Donc, rapidement, par rapport à mon parcours, donc moi, j'ai un parcours assez classique dans le métier de l'IT. J'ai fait une prépa à La Réunion, une école d'ingé dans le sud de la France spécialisée en informatique. Je voulais pas devenir développeur, donc je me suis orienté vers des métiers un peu plus, justement, ce qu'on appelle métier, donc fonctionnel. Et à l'époque, j'ai trouvé une opportunité dans une boîte de conseil. Et j'étais en 2 ans de mission. Enfin, j'ai fait 2 ans de mission chez PagesJaunes en tant que PMO. Donc, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du Product Management Officer. Donc, c'est les gens qui vont aller embêter les chefs de projet pour savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur budget, combien ils ont dépensé, qui s'occupent de consolider ça, de préparer des présentations pour le COMEX. Et en gros, d'essayer de mettre des rouages, de garantir que tout se passe du mieux possible dans des organisations qui sont très grandes. Et à l'époque, chez PagesJaunes, ils étaient justement ce qu'on appelle en transformation agile. Du coup, ils transformaient tout leur cahier des charges en backlog produit, etc. C'est là où j'ai découvert le métier de PO. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai cherché une opportunité pour devenir product owner. Et une des voies, en tout cas, à l'époque, donc c'était en 2014, c'était de passer par des boîtes de conseil. Et je suis allé chez Octo Technologies, qui est une boîte de conseil sur Paris, qui proposait justement de récupérer des profils, qui commençait à récupérer des profils un peu fonctionnels et pour en faire des product owners. Donc, j'ai fait 2 ans de product ownership au sens Scrum du terme. Donc, pour moi, c'est ce que disait Ndaye, c'est vraiment le delivery. On a quelqu'un qui va définir quelle fonctionnalité on va implémenter pour nous. Et nous, notre rôle, ça va être de découper ça en user story, de garantir que c'est délivré au quotidien, de trouver la bonne tactique, on va dire, pour essayer de faire des itérations, de livrer progressivement la valeur et d'échanger au quotidien avec l'équipe de dev. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai fait d'autres missions, des due diligence, du coaching produit pour
pour une boîte d'assurance. Je fais un peu d'intrapreneuriat aussi à l'époque. On a essayé de monter une plateforme d'indépendants pour Octo Technologies. On disait qu'à l'époque, c'était ce qui allait disrupter les métiers du conseil. Ça a été très enrichissant, mais très fatigant, parce que j'étais à temps partiel notamment. Et à la suite de ça, je me suis dit, OK, il y avait commencé à y avoir l'émergence du métier de product manager en métropole, en France. Ça commence à vraiment prendre de l'importance. Donc vers 2016, et la communauté a commencé à structurer. Je crois que c'est le début de la LPC. Je crois qu'il y avait pas mal de communautés qui sont créées sur Paris. Et ce qui me manquait justement dans mon métier de PO en tant que consultant, c'était la dimension business du métier et de l'IT. Donc comprendre, discuter avec le marketing, avec les sales, relier ce que je faisais au quotidien dans l'équipe avec la stratégie d'entreprise. Et pour moi, c'était ce qu'allait m'apporter le métier de switcher vers le métier de product management. Donc, j'ai cherché à rejoindre une entreprise qui faisait d'édition logicielle. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Ben, qui était mon manager pendant 4 ans chez PeopleDoc. Et ils m'ont recruté. Et honnêtement, quand je suis rentré chez PeopleDoc, j'ai fait principalement au tout début du product ownership, parce que j'avais une base méthodologique solide en Scrum, en Kanban, et qu'il fallait structurer le delivery de toute façon. Donc, ça a été, on va dire, vraiment le tout début de ma mission. Et puis, petit à petit, l'entreprise a grandi et j'ai grandi avec l'entreprise. Mon équipe a changé. Donc, je suis arrivé, il y avait 4 devs. Maintenant, je travaille avec 9 développeurs, avec 3 UX designers. Au début, quand je suis arrivé, il n'y en avait pas. Donc, en gros, l'équipe elle-même s'est structurée. Et le fait que l'équipe se structure et grossisse, ça m'a permis aussi, moi, de prendre de la distance par rapport au delivery et de vraiment entrer sur ce que moi je considère aujourd'hui un métier de product manager. Donc c'est vraiment repartir de la stratégie de l'entreprise, quel segment on veut targeter, aller rencontrer ces segments-là, donc faire beaucoup de customer interviews, comprendre c'est quoi leurs problématiques, définir les différents personas en fonction des objectifs de l'entreprise. Donc est-ce qu'on va plutôt targeter un buyer, est-ce qu'on va plutôt chercher à atteindre les besoins du buyer parce qu'on est plutôt sur une dimension d'acquisition, ou est-ce qu'on va plutôt chercher à atteindre les besoins des utilisateurs quotidiens parce qu'on est sur un besoin plutôt de rétention, entre guillemets. Et voilà, et du coup, comprendre tous ces enjeux-là, être capable de segmenter tout ça, et derrière, de travailler de façon collaborative avec l'ensemble de l'entreprise, donc animer des ateliers en interne avec des équipes sales, des équipes pré-sales, pour garantir qu'on va construire une roadmap cohérente, être capable de l'expliquer, de la communiquer en interne. Et après, toujours gérer un peu du delivery, mais beaucoup moins. En tout cas, essayer. Parce que, ouais, je pense qu'aujourd'hui, dans une équipe produit mature, avec un product manager mature, etc., une grosse partie du delivery, elle est gérée par l'équipe de dev et beaucoup moins par un PO, entre guillemets, quoi. Alors qu'avant, quand j'étais PO, j'étais quand même garant un peu de la méthodologie, justement, participer à tous les rituels. Alors, parfois, tu as des Scrum Masters, parfois, tu n'en as pas, mais du coup, quand tu n'en as pas, on te file un peu la responsabilité de est-ce que, justement, l'équipe fonctionne bien en termes d'agilité, etc. Et justement, pour moi, quand une organisation gagne en maturité, toute cette partie-là, en fait, c'est la responsabilité de plus en plus de l'équipe de dev, de l'équipe d'implémentation et beaucoup moins de celle du product manager. Donc, voilà. Super, merci beaucoup. Je me rends compte, avant qu'on aille plus loin, pour les gens qui sont dans l'audience, est-ce que pour vous, tous ces termes d'agilité, de Scrum, de rituel, quand on parle de delivery, est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que vous avez besoin qu'on refasse un petit pitch sur qu'est-ce que les méthodes agiles, quels sont les différents rôles dans les méthodes agiles, ou est-ce qu'on peut continuer comme ça? Dites-nous dans le chat si… c'est parlant, full agile. Full télétravail vu le temps actuel en plus. Donc, ok, très bien, ça a l'air de… Vous suivez tous, nickel. Oui, autre question, du coup, moi, de ce que je comprends dans ce que vous me dites, c'est qu'en fait, c'est quand même, que ça soit PO ou PM, un métier dans lequel vous êtes quand même au centre presque de l'organisation, dans le sens où
vous avez besoin oui, en fait, oui, vous avez besoin de discuter avec les différents métiers pour pouvoir faire votre travail. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous saviez avant de choisir ce métier? Est-ce que c'est ça qui vous a attiré dans le métier, ce côté, comment dire, porte d'entrée presque vers le produit? Oui, un peu chef d'orchestre. Comme je l'ai dit, moi, c'est pas vraiment un métier que j'ai choisi, mais en fait, le positionnement que j'avais faisait que, effectivement, quand on est passé à l'échelle et on n'avait pas de product manager, je suis aussi devenue product owner. Et c'est vrai que moi, en termes d'évolution de carrière, c'est une position que j'aime vraiment beaucoup parce que avec mon background IT, j'ai fait énormément de développement, etc. Et je, re- je, suis- je reste vraiment très, très intéressée par le métier. Et en démarrant la direction de projet, je me suis un peu aussi retrouvée à faire le lien entre les équipes IT et les équipes métiers parce que j'avais acquis des compétences fonctionnelles, j'avais acquis une très bonne connaissance du métier. Et donc, pour moi, c'est ça vraiment l'un des intérêts du rôle de product owner ou product manager parce qu'on discute avec toutes les parties prenantes dans l'organisation. On travaille avec les équipes UX, on travaille avec les architectes, on travaille avec le métier, les business sponsors, parce que comme disait Anaëlle, quand j'ai un produit dont il faut définir la vision, et la vision du produit est fondamentalement liée à la stratégie. Le produit doit répondre à la stratégie de l'entreprise. Et donc, pour ça, il faut travailler main dans la main avec le business. Et voilà, après, on est en constant lien avec les équipes IT. Et pour moi, vraiment, aujourd'hui, après voilà, des années dans le monde IT et tout, c'est vraiment le type d'évolution qui me nourrit et qui me motive, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Moi, honnêtement, je savais pas que le métier product owner existait quand j'ai commencé ma carrière, donc déjà c'est compliqué de se dire c'est ça qui m'intéressait. Ensuite, quand j'ai découvert le métier, ce qui m'a intéressé, alors c'est un peu, euh, je vais être transparent, hein, c'était se dire ok, je vais créer des trucs en mode ah c'est bon, c'est toutes mes idées qui vont, Chef de produit. j'ai plein d'idées et c'est moi qui vais décider de qu'est-ce qu'on implémente ou pas. Oui, ouais, Ça, c'est ça. ça a été ma première approche du métier et c'était un peu je sais pas comment les termes, les termes exacts, mais c'était en fait dans ma tête, c'était vraiment être responsable de la création de quelque chose. Et ce que je dirais aujourd'hui, ce qui a changé avec ma pratique du métier, c'est justement ce rapport à la création. Et ce qui a changé aussi par rapport à ma vision du métier, c'est qu'au début, j'avais un métier justement où ma vision du métier était assez product development team centrique, où en gros, en tant que PM, alors je dis pas qu'il faut pas travailler avec son équipe de product development, c'est pas du tout ce que j'entends dire, mais où justement on doit passer beaucoup de temps avec son équipe de dev, etc. Et quasiment que ça, avec les devs et les UX notamment. Et moi, ce que j'ai beaucoup appris ces 2-3 dernières années, c'est que quand on évolue dans un contexte de start-up ou d'entreprise d'éditeur logiciel, en fait, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses qu'il faut aller chercher, en fait. Et notamment cette relation, je parlais de la relation avec les sales, je parlais de la relation avec le marketing, avec la finance. Moi, j'ai beaucoup appris en travaillant avec la finance, comprendre c'est quoi le business model, où est-ce que l'argent, enfin, c'est quoi le circuit de l'argent entre le moment où le client signe, le moment où le produit est implémenté. Donc, par exemple, on est dans du B2B enterprise, donc il y a un délai entre le moment où le client paye et le moment où le client implémente. On est sur des contrats de 3 ans. Donc, quand on est sur des contrats de 3 ans, c'est pas la même chose que du SaaS small business où en fait, le client, il va venir, il va tester la solution, il va accrocher, il va pas accrocher, il va partir. Donc, il y a toute cette dimension-là qui est super importante. Donc, il faut vraiment comprendre comment on génère l'argent, c'est quoi le business model de l'entreprise,
est-ce qu'on est sur une dimension de croissance, est-ce qu'on est une dimension sur satisfaction client, c'est quoi le marché prioritaire, c'est quoi notre go-to-market. Donc pareil, au début, une erreur qu'on a fait, par exemple, que moi j'ai faite, en tout cas quand j'ai fait, au bout de 2 ans chez PeopleDoc, c'est qu'on lançait plusieurs marchés. Donc les lancements étaient orchestrés principalement par les marketing et les sales. Et nous, du côté de l'équipe produit, on s'intéressait pas vraiment à ça, en fait. En tout cas, on n'était pas intégré dans cette démarche de lancement de marché. Et du coup, on s'est retrouvé avec des tensions, par exemple, entre des équipes en Allemagne et des équipes produits, parce qu'ils ne comprenaient pas qu'on était en train d'investir côté sales et marketing sur le marché allemand, alors que côté produit, on était toujours concentré sur nos marchés principaux, qui étaient la France et les États-Unis. Et en fait, il y a des différences entre les marchés qu'il faut prendre le temps de découvrir, qu'il faut prendre le temps d'investiguer, encore une fois avec les équipes sales, mais aussi en faisant des interviews utilisateurs, en participant à des meetings d'avant-vente, ce genre de choses. Et du coup, voilà, cette relation avec le reste de l'entreprise, elle est super importante. Et moi, c'est ce que j'ai découvert et que j'essaye de plus en plus de développer, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien dire au PM, si vous voulez faire du PM, passez moins de temps avec votre équipe de dev et allez écouter moins de podcasts sur le product management et allez écouter des podcasts sur les CSM, sur la finance, etc. Parce que ça va vraiment vous faire découvrir plein de choses derrière qui vont pouvoir vous aider à mieux faire votre travail, à mieux définir c'est quoi une stratégie, c'est comment la décliner, etc., quel segment adresser, etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai découvert, on va dire, sur les 2-3 dernières années, qui a changé par rapport à ma vision initiale du métier de PO, qui était vraiment, je vais décider de plein de trucs et c'est moi le grand tout, quoi. Et justement, Anaël, en tant que product manager, quand tu disais que l'équipe produit travaillait sur une zone et les sales étaient en train de s'investir dans une autre zone, justement, c'est là où le rôle de product manager fait tout son sens parce que finalement, ton rôle, c'est de tous les aligner. Toi, tu as une vision sur le produit, sur la roadmap, etc. Et pour éviter que les équipes travaillent dans des directions différentes, c'est toi qui sers à les aligner finalement sur l'objectif. Ouais, complètement. Et c'est pas facile. Surtout, en fait, ça dépend, comme Andy disait, ça dépend beaucoup de l'organisation de l'entreprise, de la façon dont elle a grossi, du type de produit, du segment qu'on adresse. Enfin, ça dépend de tellement de choses. C'est ce qui rend aussi le métier enrichissant. Et en fait, quand on va être PM dans une entreprise, on va avoir prendre des choses qui sont applicables dans notre entreprise, mais ça sera forcément un métier un peu différent dans notre entreprise, etc. Et c'est pour ça qu'il faut aussi aborder les métiers avec humilité, on va dire, pour ne pas, enfin, on n'a jamais totalement de maîtrise du métier de PM parce qu'en fait, voilà, ça change vraiment beaucoup. Même dans la même entreprise, ça change beaucoup, en fait. Et justement, donc Anaël, toi qui as connu une start-up un peu petite, rachetée, du coup qui a grossi, ouais. Qu'est-ce que tu as vu comme changement dans ton métier, justement, de PM d'une petite start-up en hyper croissance qui va plutôt vite à là, pour le coup, entreprise plus établie et qui a peut-être des process assez différents de ce qu'on pouvait avoir avant dans la rapidité et l'efficacité, la disruption, comme on aime bien dire. Ouais. Et alors la première chose, je vais pas être très original, c'est la communication. En fait, c'est même déjà au niveau de l'équipe, comme je disais, au niveau de mon équipe, on est passé de 4 devs uniquement back parce qu'on avait une autre stack qui était homogène, une stack donc des technologies pour homogène, donc c'était une stack Python. Déjà, on est passé à 9 devs avec une 6 dev back, donc les 3 dev front. Donc déjà, l'équipe a grossi et forcément, ça multiplie un peu le nombre de sujets que tu es en train d'adresser au quotidien. Donc déjà, au niveau de l'équipe, tu es obligé de communiquer beaucoup plus, en tout cas trouver. Encore une fois, ce n'est pas forcément à toi de communiquer plus, mais de faire en sorte que tu mets en place les bonnes choses pour qu'à un instant donné, les gens comprennent quel objectif on est en train d'essayer d'atteindre. Et ensuite, ce qui change aussi, c'est le nombre de personnes qui sont intéressées par ce que tu fais aussi. Simplement, enfin, au début, tu as une trentaine de personnes qui sont principalement les CSM parce qu'ils ont les relations clients et les sales. Et en fait, ces équipes-là, elles grossissent aussi. Donc, tu es obligé de professionnaliser ta communication,
rédiger plus de documentation, surcommuniquer, trouver un moyen pour que en fait, des gens arrêtent de venir se poser des questions tous les jours. En fait, ça va. Si tu as 20 personnes avec qui tu interagis, tu en as une ou deux qui viennent se poser des questions tous les jours. Bon, c'est supportable. Quand tu as 300 personnes en face de toi et aujourd'hui, quand ça fait racheter ou il y a une fusion, on a 9000 personnes, bah, tu es obligé d'arrêter ça en fait. Sinon, tu passes ta journée à répondre aux gens sur ça, quoi, faire des meetings. Et je pense que c'est un des pièges aussi du métier de PM, c'est que on peut vite avoir tendance à dire, à avoir beaucoup de réunions et à trouver ça normal. et, et en fait, c'est pas normal. Enfin, il faut réussir. Enfin, c'est un métier qui nécessite de la réflexion, de la production, donc du temps de travail et de focus. Et du coup, enfin voilà, ça pour dire qu'il faut réussir à structurer l'ensemble de la communication autour du produit, à la fois au niveau de l'équipe et à la fois en extérieur, pour que on soit jamais submergé par les interactions. Ça, c'est la première chose qui a changé. Et derrière, les process. Enfin, c'est un peu lié au final, parce qu'on met des process pour garantir que les gens ont les bonnes informations au bon moment. Et ouais, quand tu passes dans une entreprise de 9000 personnes avec des processus déjà établis, bah, ça change pas mal de choses, quoi. Tu es obligé d'accepter des contraintes extérieures. Après, il ne faut pas non plus trop te laisser faire, parce qu'il faut voir ça comme une démarche gagnante-gagnante, où tu vas apprendre des choses de ce que cette grosse entreprise va t'apporter, parce qu'on ne devient pas une entreprise qui fait 3 millions de chiffres d'affaires par an, 3 milliards de chiffres d'affaires par an par hasard. Donc, il faut regarder ça avec, encore une fois, humilité. Et en même temps, il ne faut pas trop se laisser faire, parce que voilà, on arrive aussi avec nos méthodes, nos façons de faire. Il faut aussi s'y tenir un peu, parce que c'est aussi ça qui fait que, pareil, ton entreprise, ton produit a parcouru ce chemin-là. Et du coup, il faut aussi essayer de pousser ou faire un petit peu de résistance parfois pour trouver le juste milieu entre la machine, le bazooka qu'on essaie de t'imposer et l'agilité que toi, tu avais, qui fait que tu as réussi à amener ton équipe et ton produit là où il est aujourd'hui. Je vais me tenter sur une question. Vous me dites si elle fait sens. En tant que personne qui ne fait absolument pas de produit, ma vision de justement la vision produit est quand même hyper floue. Je me dis toujours comment se construit une vision produit. Est-ce que le PM, le PO est censé savoir exactement ce qu'il veut, comme tu disais un peu tout à l'heure, cette idée un peu mégalomaniaque de je vais construire des choses, et comment ne pas tomber dans l'ultra consensus de dire on va écouter tout le monde, l'avis de tout le monde a de la valeur, et la vision produit est juste une concaténation de l'avis de tout le monde. Comment en fait se construit cette vision sur un produit? Bon, je peux commencer. Ouais. En réalité, un produit est là pour répondre à un besoin, pour résoudre un problème. Et nous, en fait, en tant que PO ou PM, nous n'avons pas la science infuse. Et en plus, le produit n'est pas fait pour résoudre notre problème. Donc, le produit est fait pour résoudre le problème de nos clients ou de nos utilisateurs. Et en fait, juste pour donc, moi, je vais donner mon point de vue tel que je le vis en tant que product owner dans une structure et où j'ai des clients en interne, et je laisserai Anaël expliquer comment il fait avec une structure comme PeopleDoc. Mais effectivement, on part toujours d'un problème. On parle de problem statement. C'est quoi mon problème? Et ce problème-là, pour pouvoir proposer des solutions, parce que finalement, la vision va permettre d'adresser et de donner une solution, on va parler avec ceux qui ont ce problème-là, ceux qui ont des frustrations, etc. Et c'est avec eux qu'on va faire, comme on dit, du discovery, comprendre le problème, savoir quels sont les outils ou les alternatives qu'ils ont aujourd'hui pour pouvoir créer la meilleure vision de produit possible. Et donc, le product owner ou le product manager, finalement, je ne propose pas la solution, je ne propose pas l'idée, mais en fait, je mets en place une mécanique qui permet de faire émerger cette vision de produit et la solution qui va permettre de répondre aux problèmes qu'ont mes utilisateurs. Voilà. Anaël? Ouais.
Alors, la question est super complexe. Encore une fois, je pense que ça dépend vraiment du contexte dans lequel on évolue, dans l'entreprise, etc. Mais pour moi, fondamentalement, pour construire une vision de produit, déjà, il y a la vision de l'entreprise. C'est-à-dire que on peut avoir tendance aujourd'hui à confondre la vision du produit et la vision de l'entreprise, mais il faut déjà se mettre en tête que c'est deux choses différentes. Donc, il y a la vision de l'entreprise, ça peut être, pour être totalement concret, on veut proposer la meilleure expérience possible à un employé quand il rejoint l'entreprise. Donc ça, et là-dessus, il y a une stratégie d'entreprise qui est de dire, en fait, nous, ce qu'on vise, c'est le segment enterprise ou on vise tel marché, etc. Donc, on a une vision de l'entreprise, le marché qu'elle veut viser. Et ça, c'est quelque chose que globalement, c'est le rôle du CEO, du C-level, du board de définir. Et eux, ils vont définir une vision à 1 an et à 3 ans généralement sur laquelle, toi, en tant que product manager, c'est super important de l'avoir en tête parce que c'est ce qui va te permettre de construire ta vision produit. Ensuite, là-dedans, tu as on va dire la mission de ton produit, c'est-à-dire quel rôle par rapport à cette vision de ton entreprise, ton produit joue en fait. Et par exemple, je dis n'importe quoi, l'entreprise elle veut proposer, c'est de permettre de proposer la meilleure expérience aux salariés. Et nous, en tant que produit, un produit ou plusieurs produits, c'est de garantir la meilleure relation possible entre les gestionnaires RH et les salariés. Donc, c'est potentiellement l'objectif, c'est la mission de mon produit. Là-dedans, je vais prendre les différents marchés qu'on nous a demandé d'adresser sur les 3 prochaines années. Donc, par exemple, si on me dit le corner de marché aujourd'hui, c'est la France et les États-Unis, et dans 3 ans, c'est l'Allemagne qui prend le relais. Je vais globalement travailler avec l'ensemble des parties prenantes de mon entreprise, donc les sales, le marketing, aller rencontrer ces clients-là pour bien comprendre quels sont les problèmes que chacun de ces marchés-là ont par rapport à la vision de mon produit. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui pose souci à un client allemand pour qu'il ait une bonne relation entre son salarié et son gestionnaire RH? Qu'est-ce qui, lui, le gêne, ce client-là? Et qu'est-ce qui, nous, en tant qu'entreprise, peut nous empêcher par rapport à notre produit de délivrer, de résoudre ce problème-là? Voilà, par exemple, pour le marché allemand, et on va faire la même chose pour le marché aux États-Unis, on va faire la même chose pour le marché français. Potentiellement, les marchés sont similaires et on va tomber sur le même problème. Et potentiellement, ils ne sont pas du tout similaires et tu vas te retrouver à avoir différents problèmes en fonction des différents marchés. Et là, ton rôle de product manager, c'est justement de trouver quels sont les problèmes qui se ressemblent ou qui sont similaires sur ces différents marchés. Donc, potentiellement, c'est cela que tu vas mettre en priorité 0 parce qu'en fait, en adressant ce problème-là, tu adresses tous tes marchés. Et ou parfois, tu as des problèmes qui sont propres à un marché que tu vas décider de t'appeler ou pas, justement parce que en fait, c'est un marché qui est important pour toi ou potentiellement, c'est un marché secondaire. Donc, le problème secondaire spécifique à ce marché-là, tu vas le garder pour plus tard. Donc ensuite, quand tu as défini tes 3 gros problèmes que tu veux tacler, derrière, tu vas définir ta stratégie d'investissement. Donc, est-ce que je veux investir 100% de mon budget sur telle problématique? Est-ce que je veux investir moyennement ou pas du tout? Et ensuite, tu vas générer des idées pour résoudre ce problème-là. Et sur la base des fonctionnalités, des problèmes et de ton budget, tu es capable de définir où est-ce que tu vois ton produit dans 1 an et dans 3 ans. Donc, dans ton produit ou ton utilisateur. Donc, par exemple, ou même ça peut être plein de choses. Tu vois, par exemple, nous, on a lancé les États-Unis et quand on s'est fait racheter, on a eu un potentiel de clients de 4000 nouveaux clients. Donc, on pouvait faire de l'upsell pour attaquer le marché américain. Mais on était incapable de lancer des plateformes aussi rapidement qu'on vendait. Donc, une partie de la vision de notre produit, c'était de dire qu'on était capable de garantir que l'expérience de lancement d'un nouveau client aux États-Unis, elle est ultra rapide, elle est ultra smooth, etc. Donc, tu arrives à la fin de ce process-là, avec tes problèmes, ton investissement et, entre guillemets, les quelques features ou quelques fonctionnalités que tu as réussi à définir,
créer une vision de qu'est-ce que sera ton produit ou qu'est-ce qui va apporter à l'utilisateur dans 1 à 1 an, à 3 ans. Et c'est comme ça que tu construis ton produit. Et après, tu es capable de dire, bah voilà, dans 3 ans, on est capable d'apporter telle chose à nos clients, dans nos clients américains ou à nos clients internationaux. Voilà. Et derrière, tu es capable d'identifier ou de lister quelques fonctionnalités clés. Donc voilà. Donc, pour moi, il y a la stratégie d'entreprise, la vision de l'entreprise, la mission de ton produit, les problématiques clés de ton marché. Et à partir de là, tu construis ta vision moyen terme. Et juste pour compléter, Anaël, il a dit quelque chose d'important pour moi, c'est la phase où il dit, voilà, je connais la problématique, maintenant on va travailler sur, on va générer des idées et à partir de là, décider ce sur quoi je travaille tout de suite, peut-être à horizon 6 mois, 1 an, ce que je vais faire peut-être dans 2 ans. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des outils qui permettent justement cette symbiose, des outils qui aident à générer des idées, à travailler ensemble, notamment quand on parle de design thinking, en fait, qui permet à des gens, en tant que product manager, on va rassembler des gens on va rassembler les utilisateurs, les développeurs, les sales, etc. Et on réfléchit ensemble sur chaque problématique, quelles sont les idées pour pouvoir les adresser. Et en faisant ce travail-là, on identifie aussi mes différents types de clients. Et donc, pour chacun, on va prioriser qu'est-ce qu'il faut résoudre à horizon 6 mois, 1 an, et ceux pour lesquels tel problème, j'ai compris que pour eux, c'est un problème secondaire. Donc, j'y travaillerai au bout de 1 an ou entre 2 et 3 ans, quand j'aurai consolidé les premières fonctions de mon produit, quoi. C'est hyper clair. J'espère que ça l'a été aussi pour vous. Moi, ça me donne pas mal d'infos. Je vous avoue que ce soir, ça m'aide aussi parce que moi, je suis chef de projet et je suis en train de me dire, en fait, je fais du produit. Je ne le sais pas, mais je pense que je fais du produit. D'une certaine Si manière. c'est votre cas, n'hésitez pas à nous dire. Et justement, il y a une question sur Slido qui est sur ce sujet-là. Alors, quelqu'un dit, diriez-vous que vos précédents rôles avant le passage à l'agile étaient du AMOA? Et si oui, quels ont été les challenges vers ce passage? Moi, j'étais directeur de projet avant. En fait, j'ai mixé les 2 casquettes, directeur de projet, product owner. Mais en réalité, plus le product manager, hein, quand on est… donc, moi, comme je disais, je suis aujourd'hui dans un département où ce rôle-là est à cheval entre les 2. Donc, le fait d'avoir fait beaucoup de projets m'a permis d'acquérir des compétences en gestion de budget, communication, suivi, priorisation. Quand on a un projet, on fait de la priorisation, etc. Et donc, des métiers comme le projet permettent d'acquérir des compétences qui sont très, très utiles quand on fait du product management. Et le fait, je n'étais pas business analyst, mais du fait de mon positionnement que j'avais côté IT, c'est-à-dire que je me suis vraiment… Parce que j'étais responsable d'une équipe de business analyst, je me suis très, très fortement intéressée au métier. Clairement, pour moi, quelqu'un qui a un profil de business analyst, il est vraiment sur le bon chemin pour pouvoir devenir… par exemple, dans une organisation où on a des product owners, product managers, pour devenir un très bon product owner. Parce que, comme l'expliquait Anaël, hein, dans une première étape, la position de product owner où je travaille avec une équipe agile permet d'acquérir et de consolider les compétences autour des méthodes agiles, les méthodes d'animation, etc., qui permettent après de pouvoir prendre de la hauteur et de passer dans un rôle de product manager. Donc, clairement, business analyst, chef de projet, directeur de projet, je dirais, c'est sur un chemin plutôt favorable pour évoluer dans le métier de product owner, product manager.
Ouais, alors moi, j'ai jamais fait d'AMOA à proprement parler, mais si j'avais un conseil, entre guillemets, à donner à quelqu'un, enfin, clairement, je pense que l'AMOA, c'est une historique du métier de peut-être un peu plus PO que PM, parce que justement, on récupère en tant qu'AMOA, tu récupères un besoin, tu rédiges une spec assez longue et conséquente, et après, ça part en développement, et tu fais un peu de gestion de projet au-dessus de ça. Et pour ma part, j'en ai jamais fait à proprement parler, mais si j'avais, en tout cas, je pense que le gros challenge pour quelqu'un qui veut en faire, c'est euh, justement d'être capable de prendre ce cahier des charges avec où tout est rédigé, figé et un peu à l'avance, si on est dans une dimension un peu contractuelle entre la MOA et les équipes de développement, à passer sur une dimension justement un peu plus collaborative, avec certes un peu plus d'incertitude, mais beaucoup plus d'adaptabilité. Et je pense que le gros challenge peut-être, c'est aussi de commencer à faire de l'agile sans parler d'agile. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, de personnes qui peuvent être réticentes à la méthodologie si elle, sous réserve, enfin, parce que c'est une méthodologie éprouvée, etc. En fait, c'est un peu bête, mais c'est un peu enfin, on est tous un peu réfractaires au changement dans notre naturel. Et, et je pense que si, en tout cas, quelqu'un veut amener de l'agilité, veut amener du product ownership et du product management dans son entreprise, la première chose à faire, c'est ouais, de mettre en place des démos régulières, enfin, essayer de spécifier petit à petit et pas spécifier tout d'un coup. Alors, ça crée des problématiques derrière, hein, parce qu'en tant qu'on en a MOA, on nous demande d'avoir un budget, de gérer le budget coût d'aider, etc. Mais ouais, je dirais que la première étape, c'est d'amener le mindset et la dimension itérative de l'agilité sans forcément en parler, parce que ça peut créer des freins. Après, si on est sponsorisé, enfin voilà, quand on est sponsorisé en interne, quand c'est une direction clairement affichée par la direction et que les devs, par exemple, peuvent être demandeurs, voilà, je sais que voilà, il y a des développeurs qui sont demandeurs de ça aussi, parce que c'est intéressant pour eux de pouvoir livrer plus progressivement, de passer sur du déploiement continu. C'est des enjeux techniques et technologiques qui sont intéressants et importants dans l'agilité. Voilà, ouais. Mais étape par étape, commencer par mettre des stand-up tous les matins, d'aller discuter plus régulièrement avec les équipes de dev, de faire des spécifications un peu plus petites, de faire des démos toutes les 2 semaines. Même si vous faites des livraisons tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, déjà le fait de demander aux équipes de faire des démos régulières, etc., je pense que c'est déjà un petit pas. Et après, ouais, commencer aussi à prioriser par la valeur, mais après, ça demande de remonter un peu l'échelle des valeurs, d'aller voir qui est votre donneur d'ordre d'aujourd'hui, comment il priorise des choses. Ouais. Et après, il y a quelque chose que moi j'aime bien et que j'ai appris cette année, en tout cas, c'est quand on veut initier un changement dans une entreprise, déjà, il faut se préparer parce que c'est long et fatigant. Mais surtout, moi, ce que j'ai pu avoir tendance à faire, c'est d'aller réclamer que les choses changent, en fait. C'est-à-dire, on ne peut pas travailler comme ça. Il faut travailler de telle façon, regarder, il faut faire de l'agile. Et en fait, ça marche pas trop. Ça marche pas trop parce qu'en fait, tu es en train de demander un changement conséquent à d'autres personnes pour qui c'est pas forcément utile et pour qui ne voient pas l'intérêt. Et moi, ce que je conseille aux gens, c'est de commencer par changer soi-même. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es amoureux que l'entreprise n'est pas agile que ça t'empêche de faire un backlog avec des user stories ou de structurer ton cahier des charges avec des user stories. C'est pas parce que ton entreprise c'est pas de l'agilité ou que tu fais de la MOA que ça t'empêche d'aller travailler avec les développeurs au quotidien. C'est pas parce que ton entreprise tu t'appelles AMOA que tu peux tu peux proposer une stratégie produit ou essayer de la mettre à plat et la présenter. Enfin voilà, toutes ces choses-là, il y a beaucoup de choses en fait
sur lesquels on a un pouvoir et sur lesquels on peut commencer à agir seul, à son échelle. Et avant de demander des changements à l'échelle de l'entreprise, c'est toujours bien d'essayer de l'appliquer et de l'initier à la sienne, en fait. Et puis juste pour compléter, le rôle de product owner, c'est effectivement dans le framework agile, mais le rôle de product manager ça existe dans des organisations non agiles, c'est pour des produits non IT, et que donc finalement, quand on parle de stratégie produit, etc., c'est juste, j'ai un produit, quel qu'il soit, que ça soit un logiciel ou autre, je veux le développer, je veux l'améliorer et donc pour ça, effectivement, comme dit Anaëlle, j'ai pas besoin d'une casquette de product owner pour le faire, pour le dire. Et le changement commence par soi-même. C'est que en tant qu'AMOA ou MOA, quand on est censé travailler avec des équipes IT, et le fait de leur faire des feedbacks, le fait de demander des démos, parce que le plus sûr moyen d'être sûr que ce qu'on développe pour toi ou tes clients correspond à ce que tu as demandé, c'est de demander des démos. Donc, tout ça, c'est des petites pierres qu'on peut mettre en place. Et évidemment, aujourd'hui, dans les organisations agiles et surtout celles qui sont à l'agilité à l'échelle, progressivement, les rôles de product owner prennent leur place et aussi les rôles de product manager. Vous avez répondu à une question qui était sur le Slido, c'est génial. Et en plus, c'est quelque chose que tu m'avais dit, Ndaye, quand on avait discuté, c'est que tu me disais typiquement, les métiers ce qu'on appelle aujourd'hui product manager, qui sont en fait chefs de produit, sont des métiers qui sont d'abord nés plutôt dans la filière marketing et qui après sont allés dans le reste de l'entreprise, on va dire, dans d'autres équipes par la suite. Il y a deux questions qui se ressemblent plutôt autour de ce que vous disiez sur le contact avec l'utilisateur final en fait et son besoin. Une question autour du contact que vous réussissez à garder avec l'utilisateur final en étant dans des organisations qui sont quand même assez larges, assez grandes. Et aussi, comment est-ce que vous faites pour canaliser ces retours des utilisateurs qu'ils vous font sur le produit. Est-ce qu'aujourd'hui, la Société Générale, c'est plus gros que PeopleDoc Ouais, je pense. Je pense qu'il n'y a pas photo. Aucune idée, en fait. Franchement, je pense qu'il n'y a pas photo. La Société Générale, ça doit être quoi On est 150 000, je crois. Ouais, 150 000. Donc, c'est des mastodontes. Enfin, on ne se rend pas compte. Mais... Bon, sachant qu'on est organisé en filiale, donc c'est des petites entreprises au sein de l'entreprise, quoi. Mais moi, alors, là-dessus, il y a plusieurs choses déjà. La première chose que je dirais, c'est jamais le perdre, en fait. Jamais perdre de contact avec l'utilisateur, parce que c'est souvent quelque chose qu'on dit au début. Et justement, je pense que le fond de la question, c'est comment garder ça. Et la première chose à faire, c'est en fait, il faut que ce soit une habitude. Donc, il y a mettre des rituels constamment, aller demander des rendez-vous avec les sales, avec les pré-sales, avec les CSM, participer à des comités de pilotage. Donc voilà, nous et potentiellement nous c'est ce qu'on a fait à un moment, c'est le mettre dans les objectifs des personnes qui travaillent au produit. C'est-à-dire que dans ton objectif trimestriel, tu dois aller participer à 3 réunions clients. Comme ça, déjà, toi, tu es sûr que ton équipe, en tout cas, elle continue à y aller. Ensuite, pourquoi ne pas le perdre, c'est important parce qu'une fois que tu l'as perdu, c'est difficile à le reconstruire. Et moi, c'est une expérience que j'ai vécue quand je suis arrivé chez PeopleDoc. Assez naturellement, j'ai dit, moi, j'aimerais bien rencontrer des utilisateurs, aller chez les clients, regarder comment les RH utilisent nos produits, participer à des réunions. Et on m'a dit, c'est mort. On m'a dit, c'est mort. Parce que de toute façon, vous allez voir les clients, vous allez leur demander des retours et vous n'allez pas les implémenter. Alors, ce qui est vrai en partie, mais, voilà. Et il y a la deuxième chose, c'est qu'en gros, il n'y a jamais de bon moment pour voir les clients. C'est-à-dire que quand tu parles avec les CSM, les IPM, etc.,
le client est toujours en crise. Il y a toujours un problème avec le client parce que en fait, il y a un bug qui n'est pas résolu, qu'on est en train de faire de l'upsell, donc c'est pas le moment d'aller voir le client parce qu'en fait, on est en train d'essayer de lui vendre un autre produit. Et, et moi, en tout cas, ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, c'est de changer ça en disant, alors déjà, il y a un truc, enfin déjà, c'est transformer ça en customer care, c'est-à-dire, on revient vous voir, on vous fait entre guillemets, un cadeau. On fait ça qu'avec quelques clients. On se déplace et on vient chez vous. Donc, après, c'est donnant-donnant. Parce que, par exemple, nous, on allait voir les utilisateurs et à côté, on prenait un peu de temps pour présenter la roadmap au client, etc. Donc, le client, il est aussi content parce qu'il voit quelles sont les fonctionnalités qui vont arriver, etc. Donc, il faut trouver les bons moyens. Ensuite, il y a un deuxième truc, c'est la co-construction, en fait. Parce que souvent, au début, voilà, moi, quand je voulais aller voir les clients, c'était vraiment l'exploration, comprendre comment ils utilisaient le produit. Je savais pas du tout, je savais pas ce que faisait un gestionnaire RH au quotidien. Enfin, c'est un nouveau métier, donc tu as besoin d'apprendre ça et tu vas un peu, malheureusement, en mode, je vais apprendre des choses, mais je vais pas pouvoir vous donner grand-chose. Et petit à petit, quand tu commences à construire ta roadmap, tes fonctionnalités, tu vas avoir des maquettes. Et nous, ce qu'on a commencé à faire petit à petit, c'est de construire de faire systématiquement tester nos maquettes à des utilisateurs. En fait. Donc, on est entré dans une démarche un peu ce qu'on appelle l'UX, c'est-à-dire que avant de commencer à développer des fonctionnalités, on a des maquettes et ces maquettes-là, on va les tester auprès des utilisateurs. Donc quand on fait cette démarche-là, on fait ça en ligne, souvent, c'est les UX qui préparent les scénarios, etc. Mais moi, j'y participe toujours pour comprendre qu'est-ce que l'utilisateur ressent par rapport à ce qu'on va implémenter. Et aussi, souvent, dans ces moments-là, eux, ils nous donnent des retours sur ah ouais, mais aujourd'hui, moi, je travaille comme ça. Donc, on est en train de tester une fonctionnalité future, mais voilà comment ça s'inscrit dans mon contexte présent. Et ça, pareil, c'est encore une fois, c'est toujours montrer ça sous forme d'un privilège en disant ok, on est en train de construire une nouvelle fonctionnalité. On donne l'opportunité à certaines personnes, à certains de vos utilisateurs, à certains de vos employés, de nous aider à améliorer cette fonctionnalité avant de l'implémenter. Donc, voilà, c'est un plus. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'est que même en amont des mock-ups, on va souvent faire des audits, on va souvent, quand on va, dans la phase de discovery même, quand on a un problème qu'on va adresser, on va essayer de valider des hypothèses vraiment métiers, c'est-à-dire on n'est même pas encore dans la conception de la solution, mais on va valider que le problème est bien celui qu'on a identifié, c'est quoi les sous-problèmes qu'on a identifiés, et ces choses-là, globalement, il n'y a que les utilisateurs ou les clients qui peuvent valider ces choses-là. Donc, il y a plein de façons de garder le contact avec des utilisateurs. Donc, l'inscrire, mais la seule façon de ne pas le perdre, c'est de l'inscrire vraiment dans la méthodologie de développement produit. Donc, dans le discovery problème, dans le discovery de la découverte de la solution. Et après, en aval, il y a la métrique aussi. C'est aussi une donnée un peu plus quantitative, mais c'est OK, on a fait telle fonctionnalité, comment elle est utilisée, est-ce qu'elle est adoptée, est-ce qu'elle n'est pas adoptée. Voilà. Enfin, en fait, il y a tout ça, en fait. Donc, si vous avez perdu le contact, essayez de le reconstruire. Pour le reconstruire, le montrer comme un bénéfice pour le client et pour l'utilisateur. Et ensuite, inscrire la relation et l'intégration du contact avec l'utilisateur, le client, dans la méthodologie produit, en fait, pour garantir que c'est toujours respecté. Et après, ça devient... aujourd'hui, nous, globalement, comment ça se passe? On a un problème qu'on a identifié, on a un channel Slack, on dit voilà, on a besoin de tant d'utilisateurs pour valider le problème, c'est du discovery sous le problème, voilà. Ensuite, on a un nouveau besoin qui arrive pour tester des mock-ups. Ok, on va poster un besoin, les CSM, les IPM vont nous répondre, et ensuite, on va aller les rencontrer avec les UX. Et là, par exemple, ce qu'on est en train de faire plus régulièrement, c'est des ateliers clients. Donc, vraiment, au tout début du problème, on fait un atelier client avec 10 clients. Et là, on construit l'atelier avec eux, avec des UX, avec les CSM, et on joue l'atelier avec les clients, quoi. En fait, juste rapidement, en interne, ça se passe pratiquement exactement de la même manière. Si je donne l'exemple d'un produit sur lequel j'ai travaillé pour nos équipes de front office,
Ben, les front office, c'est des traders. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le client, l'utilisateur, il n'est jamais disponible. Comme disait Anaël, il n'y a jamais un bon moment pour le contacter, pour savoir c'est quoi son problème. Il n'y a jamais de bon moment. Donc, il faut vraiment saisir les opportunités. Et moi, sur ce produit-là, ben, les fronts, un, on sait qu'il y a un problème. Un problème, c'est un irritant. Et donc, moi, je m'appuie toujours là-dessus. Et j'explique que finalement, pour très bien adresser son problème, je veux savoir comment dans sa vie réelle ça se passe. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Et très souvent, ce que j'encourage, même parfois sur des produits critiques comme celui sur lequel j'ai travaillé, j'ai même encouragé 1 à 2 développeurs avec l'UX. On est parti passer une demi-journée derrière 3 front office pour les regarder travailler. En fait, ils nous disent effectivement, ils n'ont pas le temps, etc. Et donc, ce que j'avais juste réussi à négocier, c'est qu'on puisse juste s'asseoir au niveau de leur desk et les regarder utiliser l'application. Et en fait, mais ça a été d'une valeur inestimable parce que, effectivement, on a mieux compris le problème. Et puis, on les a aussi vus utiliser l'appli d'une manière qui nous a étonnés, qui était source d'autres problèmes et de frustration. Et en fait, c'est des choses qu'ils ne nous disaient même pas, ils vivaient avec, en fait. Et pour moi, c'est ce que, quand tu es product owner ou product manager, c'est ce lien avec l'utilisateur, c'est ce que ça te permet de découvrir. Le problème derrière le problème ou les problèmes derrière le gros problème. Et puis, effectivement, une fois que tu as le lien, ben, évidemment, quand ils te connaissent, comme tu disais, comment faire, ils ont maintenant 30 demandes et ils veulent tout en même temps. Bah, c'est là où, voilà, il faut des qualités de négociation. Euh, le motto, c'est que je livre par la valeur. OK, tu as 20 demandes, mais parmi ces 20, quelle est celle qui t'apporte le plus de valeur aujourd'hui? Et on va commencer par ça et c'est toi qui vas choisir. Parce qu'il sait très bien qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et c'est aussi un exercice qu'on leur apprend. Et après, voilà, la confiance, il faut le maintenir. C'est-à-dire qu'il faut une communication claire. Quand il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il faut le dire clairement, etc. Non. Mais c'est vrai que l'utilisateur, une fois qu'il perd la confiance, en plus, ils se parlent entre eux, c'est un peu mort, quoi. Ouais. Donc, il faut y travailler parce que c'est indispensable. Le produit, c'est l'utilisateur, quoi, et vice-versa. Ouais, je pense que tu as raison, Enda, il y a quelqu'un Guillaume, qui soulève bien ce point-là. Un des enjeux, en fait, c'est réussir à être transparent. Enfin, faut pas mentir, en fait. C'est-à-dire que quand on a, enfin, voilà, moi, quand je vais voir les clients, je leur dis, bah voilà, on va faire un atelier ensemble, on va faire une cartographie de besoins, on va faire un user story map, on va faire des mock-ups ensemble, on va designer des interfaces que vous imaginez les plus parfaites possibles. C'est des choses qu'on fait. On a fait plein de trucs avec nos clients et je suis super content de ça. Et à la fin, il faut, enfin, même avant de faire ça, il faut être clair avec eux en disant, voilà, ça, c'est pour prévoir le futur. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va tout faire, ça ne veut pas dire qu'on va tout avoir bientôt. Et, et voilà, ça, c'est la transparence et c'est super important en tant que PM de garder, enfin, d'être ça parce qu'en fait, derrière, les clients, les utilisateurs, ils te remercient en fait de pas promettre moins de merveilles, mais par contre, Oui, ils sont contents que ce que tu as dit que tu allais faire, tu l'as fait en fait. Donc tu vois, exactement. il y a ce truc de dire ouais, en fait, c'est une relation, c'est faire, alors je sais plus c'est quoi, c'est honnête en fait, tout simplement. C'est juste. Oui, c'est ça. C'est ça qui crée la confiance. Après, pour canaliser, moi honnêtement, je dirais que la première chose, c'est quand même centraliser tous les retours dans un seul endroit. Il y a plein d'outils maintenant pour faire ça. Il y a les product boards, il y a AA, il y a Cycle, il y a Zendesk, enfin, il y a plein de choses. Il y a plein d'outils qui permettent de centraliser ces choses-là et je pense que c'est quand même une première chose. Et après, la deuxième chose, honnêtement, ce qui peut créer beaucoup de frustration, en tout cas en interne, c'est l'absence de stratégie, en fait. C'est-à-dire que les gens, si tu n'as pas de stratégie, les gens vont avoir l'impression que tu priorises des choses un peu par rapport à celui qui crie plus fort. Et du coup, les gens ne comprennent pas pourquoi eux, leur fonctionnalité, elle n'est pas. On n'est pas. Son besoin n'a pas été priorisé par rapport à
à l'autre qui est truc. Et du coup, là, il a cru comprendre que c'était parce que lui, il criait plus fort. Du coup, il va venir crier encore plus fort que l'autre qui crie plus fort. Et tu arrives dans une situation où, en fait, les gens juste arrêtent pas de se plaindre. Et toi, tu priorises, parce qu'ils comprennent pas comment tu priorises. Et la meilleure façon de canaliser ça, c'est aussi d'apporter de la transparence dans ton processus de priorisation. Oui. Et donc d'avoir un processus de priorisation carré. Enfin, je vais pas mentir, ça arrive à tout le monde de faire des choses parce que y a un tel à demander que c'est important là-bas, mais faut pas passer ton processus de priorisation, il faut pas être naïf non plus. Mais en tout cas, si tu construis un processus de priorisation, que tu enlèves l'émotion de la priorisation, que ce processus-là il est transparent, clair et qui est appuyé par une stratégie, en fait, après, les gens, ils peuvent plus rien dire, en fait. C'est-à-dire que quand tu as expliqué clairement ta stratégie qui est d'adresser le marché allemand et que tu as quelqu'un un CSM français qui vient te voir à France, ben ouais, et voilà, notre priorité, c'est le marché allemand. Le marché allemand, sa priorité, c'est tel problème. Mais on est en train d'investir massivement sur ça. Ensuite, on a regardé toutes ces fonctionnalités-là. On les a chiffrées. Alors, il y a plein de méthodes, pareil, pour évaluer les fonctionnalités. Il y a le RICE, donc reach, donc combien de personnes ça va toucher. Impact, donc à quel point ça va améliorer les personnes que ça va toucher. La confidence, donc la confiance, donc est-ce qu'on est confiant, est-ce que c'est sur le fait qu'on est capable de livrer cette fonctionnalité ou est-ce qu'on n'est pas confiant, et le coût. Donc ça, c'est une des méthodologies. Et cette méthodologie-là, elle existe à travers plein d'autres, et elle est adaptable aussi. Par exemple, quand nous, on a attaqué un sujet qui était la privacy, en fait, la privacy, globalement, en termes de valeurs, tu peux dire, OK, globalement, ça va pas apporter de valeur directement à l'utilisateur au quotidien. Tu es en train de diminuer les risques. Donc, ta valeur, elle se mesure en risque supprimé pour ton entreprise. Donc, tu es obligé d'adapter tes méthodes de priorisation en fonction du sujet que tu es en train de tacler. Mais globalement, quand tu as structuré ton process de priorisation, que ta priorisation elle est backée par une stratégie d'entreprise assez claire et une stratégie produit assez claire, la personne, quand tu lui dis, voilà, tel besoin, c'est ce qu'on va prioriser, le reste, on ne pourra pas parce que voilà, on pense que ça va durer 6 mois et que notre investissement, globalement, il est dû durer 6 mois sur telle problématique. La personne, elle comprend, en fait. Globalement, moi, je pars du principe que les gens sont intelligents, les gens sont bienveillants et que quand tu leur expliques par A plus B que quelque chose ne peut pas être priorisé, ils acceptent. Et souvent, en fait, c'est comme ça que tu démines des situations où justement les choses commencent à escalader, etc. Et tu te dis, non, alors regardez, on a tel marché qu'on est en train d'adresser, on a priorisé, voilà comment on l'a fait. Est-ce que tu penses que ta fonctionnalité, elle est plus importante que ce qu'on est en train de prioriser, en fait? Et souvent, les gens, ils sont intelligents. Moi, je connais aucune entreprise qui recrute des gens bêtes. En tout cas, je suis désolé si vous travaillez avec des gens qui sont bêtes. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pas. Et qui n'ont pas de mauvaise foi, etc. Donc, à partir de là, les gens comprennent et ils disent, OK, faut juste essayer OK, ma fonctionnalité, elle est cool, elle est importante. Mais effectivement, elle est moins importante que ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Donc, je la laisse là, mais n'hésitez pas à me prévenir si jamais vous changez d'avis. Et il faut changer d'avis parce qu'il faut regarder, en fait, potentiellement, cette fonctionnalité-là, elle est pas importante par rapport à une problématique sur un segment particulier. Et puis, du jour au lendemain, on va changer de stratégie, donc on va adresser un autre segment. Et cette fonctionnalité-là, elle va remonter dans la priorité. Il faut aussi être réévaluer ça, etc. Mais du coup, c'est pragmatique. Enfin, j'aime bien dire que nous, en tant que product manager, on est là pour enlever l'émotion de la priorisation. Donc, que ce soit l'émotion des stakeholders, du CEO, du CM qui est en train de se faire défoncer par son client, du sales qui est en train d'essayer de closer un contrat à 1 million d'ARR. Tous ces gens-là, ils gèrent de l'émotion au quotidien. Et toi, en tant que PM, tu dois construire le process qui va permettre d'enlever cette émotion-là et de rationaliser le processus de décision. En fait. Et derrière, quand ça c'est transparent, les gens ils comprennent et ils arrêtent généralement. C'est passionnant ce que vous dites. En vrai, moi je pourrais rester des heures, mais je vois qu'il nous reste un quart d'heure.
Sur le timing. Donc, si vous avez quelques minutes de plus, ça peut être sympa parce que je pense qu'il y a pas mal de questions. En tout cas, moi, j'en ai plusieurs. Aujourd'hui, vous avez l'air quand même assez intéressé, pour ne pas dire passionné, par ce que vous faites en tant que PO et en tant que PM. Sur votre carrière, comment est-ce que vous voyez évoluer? Anaël, déjà, je sais que tu es senior PM. À part devenir Head of Product, est-ce qu'il y a d'autres voies qui pourraient t'intéresser, toi, pour continuer? Ouais, alors, il y a un truc qui est assez classique et qu'il faut essayer de développer. Alors, en fait, il y a plein de façons de voir l'évolution du PM. Parce qu'on a plusieurs dimensions. Déjà, on peut être un PM qui aime bien lancer des produits. C'est une spécialité que tu peux développer et du coup, tu peux dire, OK, moi, je vais être PM, senior PM toute ma vie et je vais être un individuel contributeur toute ma vie. Ce que je vais développer, c'est ma capacité ma spécialisation dans le discovery, ma capacité à structurer le delivery d'une équipe, whatever, peu importe. Il y a toujours ce truc de dual track, de se dire, OK, soit je veux rester PM toute ma vie et j'ai le droit, et je peux devenir un expert PM, il ne faut pas en avoir honte, et il faut que les entreprises l'entendent aussi pour qu'elles valorisent l'expertise du métier de PM, sans dire que la personne veut devenir manager. C'est un peu comme les devs, hein. Il y a plein de devs qui sont ultra frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à développer leur carrière sans devenir manager et qu'ils n'ont pas envie d'être. Dans le métier de PM, et il faut que les entreprises, je pense qu'elles se rendent compte, c'est que tu peux devenir PM et devenir très bon dans ton métier de PM. Évidemment, tu peux développer une branche un peu de management où tu as envie de management / coaching, où là, tu peux prendre, pareil, il y a encore de façon de voir les choses. En fait, il y a plein de choses. Donc ça, tu peux coacher des juniors et apporter ton expérience et l'aider à se développer en faisant du management. Donc ça, c'est une voie aussi. Après, tu peux développer une expertise métier aussi. Donc, par exemple, moi, j'ai fait de la HR. Il y a plein de boîtes qui font de la HR Tech. À force de voir des utilisateurs HR, alors, je m'en méfie, mais j'ai quand même acquis, ouais, plutôt, une expérience de ce domaine-là. Et est-ce que j'ai envie de rester là-dedans et en fait de peut-être demain développer, dire OK, moi je peux apporter ma connaissance du métier HR et devenir plutôt un domaine spécialiste. Et après, il y a plein de choses. Il y a monter sa boîte, il y a plein d'opportunités. Aujourd'hui, il y a le no-code qui se développe. Donc, il y a des gens qui, en tant que PM, tu peux essayer de commencer à essayer de monter ton produit, le vendre en dev, en tout cas pendant une période, en tout cas au début. Donc voilà, moi en tout cas aujourd'hui, mon souhait c'est plus de transmettre en fait ce que j'ai appris. Et du coup d'encadrer des jeunes PM ou des jeunes PM au sens du métier, hein, parce qu'il n'y a pas d'âge PM, pas de discrimination à l'âge. Mais en tout cas des PM juniors pour leur transmettre ce que j'ai appris, leur transmettre comment bien construire, justement ce que tu posais comme question, comment construire une vision, comment bien construire un entretien client sur le discovery. Toutes ces choses-là, c'est des compétences que j'ai acquises et alors, évidemment, je peux encore progresser, mais que j'aimerais bien transmettre parce que justement, quand tu rentres dans le métier de PM, tu as pas mal de... tu te rends vite compte que tu confrontes au quotidien qui c'est assez différent de ce dont tu as compris du métier en théorie. Donc, il y a pas mal d'opportunités, mais globalement, c'est toujours les mêmes, soit devenir spécialiste, soit devenir manager coach, ou soit monter sa boîte. Voilà, globalement. Et Ndaye, tu partages cette vision aussi? Oui, tout à fait. Et effectivement, pour moi, l'évolution, vraiment, c'est quelque chose que je calcule pas en me disant, voilà, aujourd'hui, je suis product owner, demain, je voudrais être responsable produit ou head of product, etc. Surtout que dans l'organisation où je suis, les rôles sont beaucoup plus hybrides. Mais par exemple, justement, j'ai occupé
deux positions de product owner sur deux fonctions différentes. Et en fait, en quittant mon ancien poste de product owner, ben, ce qui m'avait drivé, c'était plutôt que vraiment, comme je travaillais beaucoup sur des applications autour du machine learning, etc., la composante data m'intéressait vraiment beaucoup. Et en fait, en interne, j'ai vraiment cherché un poste où je vais plutôt travailler dans le domaine de la data. Et donc, je me suis retrouvée au Data Office sur des problématiques de data lake, etc. Et demain, ça peut être très bien ben, continuer justement comme un manager de product owner parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait et aussi j'aime bien coacher, faire grandir les gens. Comme je peux faire tout à fait autre chose quoi, selon les opportunités qui se présentent à moi. Donc, ce qui est bien, c'est que ce sont des rôles qui permettent vraiment de développer des compétences qui te permettent demain de faire du management, qui fait de la direction de programme. Voilà, on peut, et comme disait Anaëlle, on peut soit se spécialiser, soit mais prendre encore beaucoup plus de hauteur, faire du management et du produit combiné, quoi. S'il y a des PM et des PO dans l'audience, n'hésitez pas à nous dire comment est-ce que vous voyez aussi votre évolution. Guillaume parlait par exemple de l'évolution en interne plus orientée client, comme ce que j'ai compris, ce que tu fais, Guillaume, plutôt tourné avant-vente et ce genre de Ouais, choses. je pense qu'en fait, c'est un métier qui t'ouvre plein de portes parce que globalement, tu es au contact de toute l'entreprise, quoi. Et, oui, effectivement, ouais, voilà, enfin, je vois pas de raison qu'un PM puisse pas devenir CSM, parce qu'en fait, tu es forcé d'essayer de comprendre ce que font ces gens-là et de les comprendre profondément, entre guillemets, parce que c'est ce qui drive leurs besoins, c'est ce qui drive leurs problèmes, c'est ce qui drive ce qu'ils viennent te voir, etc. Donc, fondamentalement, tu es obligé de comprendre en profondeur leur travail et finalement, derrière, il n'y a pas de raison que tu puisses pas switcher vers un rôle plus orienté service avant. D'ailleurs, il y a plein de gens qui font ça parce que, honnêtement, product manager, c'est un métier. Alors, ça dépend du contexte, encore une fois, qui peut être très fatigant et très pressurisant en fonction de ta personnalité, en fonction de le contexte dans lequel tu évolues. Et alors, je dis pas que les autres métiers sont moins pressurisants, mais peut-être un peu moins dans le sens où tu as moins d'interactions avec moins de domaines différents, sans sous-estimer évidemment la charge de stress que c'est d'aller en rendez-vous client tous les jours ou de faire des démos clients ou de ne pas être payé si tu n'as pas vendu, enfin de ne pas avoir ton variable si tu n'as pas vendu, t'as pas fait ton chiffre à la fin de l'année. Enfin voilà, chaque métier a ses problèmes, mais c'est vrai que il y a un truc quand même un peu rouleau compresseur dans le métier de PM et même dans le product development d'une façon générale, où en plus tu es constamment en train de regarder si la fonctionnalité que tu viens de shipper, elle est adoptée, regarder que celle que tu as spécifiée qui est en cours, elle fonctionne bien, cadrer la solution de celle qui va venir après et aller voir les clients pour comprendre quel problème tu vas prioriser ensuite pour trouver une solution. Donc, tu es dans ce flux continu et tu n'as pas ce petit stop, cette petite célébration de dire ouais, tu vois, quand tu es project manager, bah, tu peux dire ouais, enfin mon projet il est go fini. live. Quand tu es, enfin, CSM, c'est un petit peu quand tu es sales, quand tu as signé ton client, tu as la cloche qui sonne, tu as un peu ce truc-là quand tu es product manager. Bah, ok, tu as lancé ta feature, mais tu sais que t'as derrière, tu as une vague encore qui va arriver et ça Pour peut voir être si ça a vraiment marché. fatigant. Ouais, ça peut être fatigant, et je sais qu'il y a des gens qui se grillent pas mal, peut-être parfois par excès de perfectionnisme, par excès de conscience professionnelle. Et voilà, c'est un métier aussi quand même assez responsabilisant et surtout sur sur des petites boîtes où ben, effectivement la réussite de l'entreprise c'est enfin, passe par le produit, quoi. Donc voilà, je pense que ça peut être bénéfique de faire une pause et comme ça peut être bénéfique aussi, je trouve, de ne pas commencer par le métier de PM parce qu'en fait effectivement ça te permet de voir d'autres choses avant de commencer et d'avoir vite que ça, quoi. Enfin bref.
Voilà. Et justement, dernière question du Slido, et après on ouvrira à tous et à toutes si vous avez d'autres questions. Vu votre parcours, vos études et votre expérience, la personne demande en fait si vous pensez que l'on peut devenir PO ou PM sans diplôme d'IT, vraiment en ayant juste un fort intérêt pour ce milieu, pour ces compétences-là. Sans Ah problème pour oui, moi. c'est vrai que tous les deux, on a un background IT, mais tout à fait, un product manager, c'est vrai que c'est un débat sans fin parce que les gens se demandent est-ce qu'il faut vraiment des compétences techniques poussées pour pouvoir être product owner ou product manager. Moi, je dirais non. Il faut s'intéresser à l'IT et souvent même on peut avoir les équipes IT qui vont faire de la vulgarisation. En tant que product manager, on peut aller voir des gens. Justement, moi, sur mon poste data, là, c'est sur du big data. Moi, je n'ai pas fait de big data en école d'ingénieur. Quand j'y étais, on ne parlait pas de big data. Et en fait, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis partie demander une vulgarisation à des gens qui m'expliquent pour que je comprenne les concepts. Donc, on ne demande pas à un product manager d'être un développeur. Ce qui est important, c'est qu'il puisse expliquer ce que l'utilisateur ou le client veut et qu'il puisse dialoguer avec les IT. Après, il y a effectivement toujours un temps d'adaptation quand on n'est pas IT pour comprendre le jargon métier. Quand ce sont des équipes, surtout quand c'est au début, des équipes qui n'ont pas l'habitude de travailler directement avec des personnes du métier. Mais ça se fait au fur et à mesure. Par contre, il faut un intérêt, je dirais, il faut un intérêt ou une curiosité un peu IT, quoi. Pour moi, c'est ça. Mais on n'a pas besoin d'être ingénieur en informatique pour être un product manager. Non, pas du tout. Ouais, et pour compléter, je pense que ça dépend quand même de la culture d'entreprise. Et si on a une entreprise qui est orientée très business, très marché, et même s'il y a une équipe tech de ouf, justement, elle va demander à l'équipe tech de prendre l'ownership du delivery, et en tant que PM, tu n'as pas besoin de comprendre, de savoir comment fonctionne le code, fondamentalement. Et, après, il y a des entreprises, voilà, si tu vas travailler pour une entreprise qui fait du DevOps, je pense que si tu connais pas ou tu comprends pas l'IT, c'est compliqué. Mais encore une fois, rien ne t'empêche de devenir PM dans une boîte qui fait globalement un produit B2B, pas forcément tech, du coup de commencer à comprendre comment ça fonctionne la tech, c'est quoi une release, c'est quoi c'est quoi un pipeline de déploiement de fonctionnalités, comment ça fonctionne, c'est quoi une API, c'est quoi du web front, c'est quoi du web back. Enfin, ces notions-là, tu peux y arriver petit à petit jusqu'à avoir une compréhension assez forte de ce domaine-là. Et ensuite, d'aller sur des produits beaucoup plus techniques, des composants beaucoup plus techniques. Mais pour moi, c'est pas un prérequis. Et encore une fois, hein, c'est par rapport à ce que je disais avant, ça peut même parfois être un avantage parce que justement, tu ne seras pas biaisé par tout l'aspect technique de ton produit. Tu auras fait d'autres choses, tu auras compris comment construire une relation client si tu as été pré-sales ou CSM avant. Tu auras compris comment construire une proposition de valeur ou la construire ou l'architecturer si tu as été sales ou pré-sales. Donc, comment amener un produit à un client, qu'est-ce qui fait tilt, comment l'identifier. Parce que c'est ça que font des pré-sales. Hein. Ils vont, on peut avoir une vision un peu caricaturale du métier de sales où en gros, tu arrives avec la solution, tu déroules ton discours et si le client adhère, il achète, sinon il n'adhère pas. Mais c'est pas du tout ça qu'ils font. Ils vont avoir un premier entretien, comprendre le contexte du client, comprendre qu'est-ce que dans le client va de valeur du produit qui peut matcher à revenir ensuite avec une démo qui sera adaptée au contexte du client. Enfin, toutes ces choses-là, encore une fois, c'est une spécialité que tu vas développer en tant que sales ou consultant ou peu importe, mais c'est des choses, c'est des compétences que tu as besoin quand tu es PM, de comprendre
ce qui match dans le client quand tu l'interviews pour derrière décliner ça dans ton produit, aller prioriser ta roadmap, etc. Donc, pour moi, c'est absolument pas nécessaire. Il faut trouver les bonnes opportunités, parfois se les créer. Donc, peut-être d'abord rejoindre une entreprise un peu grande qui entend que ce que tu sais faire. Regarder quand les postes s'ouvrent, ou en tout cas, regarder quand les postes qui s'en rapprochent s'ouvrent pour ensuite intégrer l'équipe produit. Le conseil, c'est quand même une très bonne voie pour y aller. Il y a plein de boîtes qui font du conseil en product management. Et moi, je pense que ça reste quand même une voie assez facile parce que c'est des gens qui sont aptes à recruter des gens câblés, qui vont reformer en interne et ensuite déployer chez les clients. Donc, c'est aussi un moyen de devenir PM sans avoir le diplôme de PM. C'est dans un contexte où, où tout le monde est câblé en train de faire du product management. Il y a plein de boîtes qui le font aujourd'hui. Il y a Taiga, il y a Weevoo. Il y a plein de boîtes de conseils en product management de plus en plus. C'est aussi une bonne voie, je pense, pour entrer sur le métier sans être forcément, pour embrasser le métier. Sans avoir de compétences de diplôme IT. Et je pense qu'elles seront beaucoup plus ouvertes d'ailleurs que peut-être des boîtes SaaS ou ce genre de choses. Et justement, sur le sujet, je pense que je vous partage dans le chat une étude qui a été faite par la Product Conf sur une partie des personnes qui ont participé à la conférence. Et pour répondre à cette question, le temps que vous l'ouvriez, je vous partage une des slides. C'est justement sur qui sont les PM, les PO, les product designers aujourd'hui en France globalement. Et on voit très bien que le principal domaine d'études, c'est les écoles de commerce. C'est pas forcément les écoles d'ingé. J'étais assez surprise, pareillement, en voyant ça. Et aussi de voir les métiers, en fait, que les gens ont pu faire avant de devenir product manager. Donc, beaucoup de chefs de projet, beaucoup de consultants, comme tu dis. Et ensuite, tu arrives plutôt développeur, entrepreneur, business analyst, marketeur. Donc, je pense que la dimension IT, bien sûr, je pense qu'elle l'aide beaucoup. Il faut faire attention à la slide parce qu'en fait, il y a ingénierie et informatique qui sont séparés. Et je pense que peut-être qu'il y a des gens qui ont répondu à ingénierie parce qu'ils ont eu un diplôme d'ingénieur, ce genre de choses. Donc, faire quand même attention parce que je pense que c'est un peu biaisé quand même. Effectivement, c'est pas assez clair ingénierie. Tu peux être ingénieur pétrochimique et clairement, ça n'a rien à voir. Après, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que cette slide montre, c'est qu'il y a, on peut venir sur une école de commerce d'ailleurs et devenir PM sans souci. Oui, et les chefs de produits étaient originellement des gens qui sortaient d'école de commerce, quoi. Donc, mais c'est un métier accessible. Moi, du coup, je pense que j'ai fait le tour de toutes mes questions. Il est 21h. C'est le moment, j'ai envie de dire, si vous voulez allumer vos caméras, si vous voulez ouvrir vos micros pour poser une question vous-même ou juste pour échanger avec nous, avec les intervenants, intervenantes, n'hésitez pas. Merci Emmanuel, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Surtout que c'est pour vous, majoritairement, pas forcément pour moi. Donc, n'hésitez pas si vous avez une question à poser. On vous repartagera par la suite, par mail, la plupart des ressources qui ont pu être citées tout au long. On se laisse encore quelques minutes si vous le souhaitez. Après, on se dira merci et bonne soirée. Je vérifie qu'il n'y a pas de dernière question sur Slido. Non, je pense qu'on a fait le